parler de cette épidémie qui sévit en Chine. Merci à vous. Alors, également, nous sommes sur le plateau avec le très-grand Serigne Saliou Gueye, journaliste et consultant maison. Bonsoir à vous, Serigne Saliou. Bonsoir, Dana Aïcha, bonsoir, M. Diop, bonsoir, Abdoulaye, et bonsoir à tous les téléspectateurs de la Sen TV qui nous regardent ici et qui nous regardent un peu partout dans le monde. Alors, justement, je l'ai dit tantôt, nous parlons du coronavirus qui sévit actuellement en Chine et qui a causé énormément de pertes. Alors, pour rappel, aucun cas de coronavirus n'a encore été signalé en Afrique, mais plusieurs pays de la sous-région, en tout cas plusieurs pays africains, sont sur le qui-vive pour éviter justement une propagation de ce nouveau virus. Alors justement, qu'est-ce qui a été fait pour parer à cette situation par rapport à l'Afrique, particulièrement au Sénégal? Par rapport à l'Afrique, quand l'Organisation mondiale de la santé a déclaré cette épidémie comme une urgence de santé publique de portée internationale, ça a demandé à ce que l'ensemble des pays africains se préparent à une réponse. Et le Sénégal n'a pas échappé à cela. Et avant nous, le Sénégal, on avait réactivé ce qu'on appelle le Comité national de gestion des épidémies, n'est-ce pas, qui a fait le point et qui a eu à mettre en place un dispositif pour parer à cette épidémie. Et quand on dit épidémie, on doit dire surveillance, mais aussi derrière, on doit se préparer pour la prise en charge des cas, mais aussi, surtout, on doit se préparer sur le point de vue, en tout cas, prise en charge psychosociale. C'est ainsi que le dispositif du comité de gestion a été activé et plusieurs commissions, en tout cas, ont travaillé pour que le Sénégal ait ce qu'on appelle un plan de préparation et de riposte qui a été validé. Et sur ce aussi, le dispositif de surveillance a été mis en place pour un peu traquer et suivre, n'est-ce pas, l'ensemble des voyageurs qui entrent au Sénégal, que ce soit par la terre, par la mer ou par les airs. Donc au niveau de l'aéroport, au niveau du port, mais aussi au niveau des points d'entrée. Parce qu'on a aujourd'hui identifié ce qu'on appelle 45 districts prioritaires qui sont des points d'entrée et qui sont contigus aux pays en frontalier. D'accord. Alors à ce niveau, Serigne Saliou Gueye, est-ce que vous pensez que le dispositif mis en place par l'État du Sénégal depuis justement l'éclatement de cette maladie-là, vous pensez que ce plan peut être un plan performant quand on tient compte du fait que assez souvent, on l'a vu régulièrement avec des frontières assez poreuses, est-ce que vous pensez que ce dispositif peut être performant? Bon, à entendre le ministre de la Santé, M. Abdoulaye Diouf Sarr, c'est-à-dire qu'il y a tout un dispositif médical, de technique médicale qui a été mis en place, bien sûr au niveau même des ports et aéroports, peut-être aussi au niveau des frontières pour parer à toute éventualité. On nous a parlé de cela tantôt, on nous a montré même à la télévision le dispositif qui a été mis en place. Et là où cela pêche, c'est au niveau même de la communication, au niveau de la sensibilisation. Parce que si vous savez, quand une pareille maladie se déclare, il est bon de mettre en place un dispositif préventif, mais en même temps aussi, il faut au niveau de la population que les gens au moins puissent savoir la portée de la dangerosité d'une telle maladie. Or, jusqu'à présent, à part les timides spots j'entends très souvent à la télévision ou bien à la radio, c'est-à-dire au niveau de la population, on ne sent pas réellement. Parce que jusqu'à aujourd'hui, vous allez dans certains secteurs de la population, les gens ne savent même pas qu'il y a aujourd'hui un virus qui est en train de faire des ravages au niveau même de la Chine. Pourquoi je dis ravages? Parce que le rythme même, en tout cas de propagation, aujourd'hui, je crois que ça commence même à prendre des proportions assez larges, parce qu'il faut se dire qu'aujourd'hui, 25 pays sont touchés par cette maladie-là. Il est vrai que le cercle de l'Afrique n'est pas encore touché, mais on ne sait pas, parce que là aussi, la phase d'incubation du virus, ça prend 14 jours. C'est la raison pour laquelle je dis aussi qu'il faut que les gens soient aussi en état d'alerte et que réellement, que même au niveau africain, parce que moi, mon souci, ce n'est pas simplement le Sénégal, parce qu'une telle maladie, pour pouvoir vraiment en tout cas la combattre, il faut nécessairement qu'il y ait échange d'informations au niveau même africain et que le dispositif médical qui doit être en place, ça doit même être au niveau africain. Récemment, il y a eu une rencontre qui a polarisé, je crois, 15 pays africains au niveau même de l'IPD, l'Institut Pasteur de Dakar. Là, c'était pour préparer toute riposte éventuellement contre cette maladie-là. Déjà, ça, c'est un premier pas. Mais moi, mon véritable problème, c'est-à-dire agir sur même l'hygiène au niveau même au sein de la population, sur le degré d'information de la population. Parce que le fait de passer tout simplement ça à la radio, souvent, c'est même inaudible. De passer à la télévision aussi, c'est même inaudible. Par les réseaux sociaux aussi, ça peut
peut être invisible, mais il faut réellement qu'il y ait quand même une campagne au niveau même des quartiers. Ne pas créer bien sûr la psychose, mais tout cela aussi, il faut sensibiliser la population. Parce qu'une telle maladie, dès l'instant que ça se déclare, s'il n'y a pas de normes sanitaires extraordinaires qui sont mises en place, là, ça risque de poser un certain nombre de problèmes. Autre chose aussi, peut-être que je n'ai pas, peut-être le Dr Diop pourra répondre là-dessus, c'est-à-dire le coût, quel est son degré d'implication dans tout ça? Quand je parle du coût, le centre d'opération des urgences sanitaires. Parce que là aussi, je crois qu'une telle structure qui a créé en 2014, c'est pour lutter éventuellement contre, en tout cas, c'est pour lutter éventuellement contre ces genres de maladies-là. Donc, jusqu'à aujourd'hui, moi, je n'ai pas encore entendu le degré d'implication du COUS, d'autant plus que aussi le COUS a vraiment les moyens, en tout cas, il y a de l'argent qui a été injecté dans le COUS depuis 2014. Donc, il faut réellement qu'on dise quel est le degré d'implication du COUS, parce que je crois qu'une telle maladie, dès l'instant que ça se déclare, il faut qu'au premier, en tout cas aux avant-postes, on puisse retrouver une structure comme le COUS. Or, jusqu'à aujourd'hui, dans les informations que nous recevons du ministère de la Santé, je n'ai pas du tout entendu vraiment le degré d'implication du COUS. Le degré d'implication du COUS, peut-être vous allez y revenir, rebondir peut-être sur cette question très rapidement. Excellent, donc je pense que c'est important. Comme on l'a dit, le dispositif est en place et en matière de communication, je pense qu'on a fait. Mais comme on dit, on ne communique jamais assez. Mais aujourd'hui, on a développé des flyers, des affiches. Il y a des spots qui passent au niveau des radios et des télévisions. Et on a un peu rappelé les signes de la maladie et les moyens de prévention. Mais comme vous l'avez dit, on ne communique jamais assez. Mais aussi en matière de riposte, c'est des phasages. On ne peut pas d'emblée mettre tout l'arsenal de dispositifs pour riposter. Vous l'avez dit, au niveau de la Chine, le nombre a augmenté. Et vous l'avez dit, c'est une maladie dont l'incubation est de 14 jours. En tant qu'épidémiologiste aujourd'hui, vous suivez la courbe au niveau de la Chine. On voit bien que les mesures prises par la République de la Chine ont porté leurs fruits. Parce que la courbe a commencé à descendre à partir de du 14e jour depuis le 23 janvier. Donc pour dire qu'en tout cas, en tant qu'épidémiologiste, on suit l'évolution. Et aujourd'hui, les signaux sont au vert. Quand on sait que d'habitude, en matière de gestion de ces épidémies, la courbe peut prendre 3 à 4 semaines pour s'infléchir. Aujourd'hui, au bout de 2 semaines, la courbe commence à s'infléchir. Donc pour nous, je pense que la République de la Chine a fait beaucoup d'efforts et de progrès pour en tout cas endiguer cette épidémie. C'est la même chose que nous faisons. On est en préparation. Il n'y a pas encore de cas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien qui se passe. Aujourd'hui, au niveau de l'Afrique, il y a une vingtaine d'alertes qui ont été notifiées. Ça veut dire des cas suspects qui ont été prélevés, testés et qui sont négatifs. Nous, au Sénégal aussi, on a eu des alertes. Parce que comme on le dit, le dispositif est là, est très sensible. Il y a des personnes qui sont rentrées et qu'on suit pendant 14 jours. Si au cours de ces 14 jours, il y a des signes qui se manifestent, ils deviennent des cas suspects et on prélève et on va. Donc, pour dire que, en tout cas, le dispositif est là et nous, on est confiants par rapport à cela parce que ce n'est pas la première fois qu'on gère une épidémie de cette nature. Et aussi, on a un réseau communautaire très dynamique qui participe à la sensibilisation. Et comme je le dis, c'est en phase. On n'est pas encore en phase où on est en train de répondre à une épidémie, mais on se prépare à une épidémie. Peut-être que, et on ne le souhaite pas, si le Sénégal est en épidémie, je pense que les radios et les télévisions fourniront gratuitement les spots, n'est-ce pas, et pour qu'on puisse passer les messages. On n'est pas actuellement à ce stade, mais je pense que une maladie comme le coronavirus, aujourd'hui, les télévisions et les radios devraient gratuitement faire passer les spots. Tel n'est pas le cas pour le moment au Sénégal. Même les spots qu'on fait passer, c'est des spots payants, donc c'est des messages payants. Donc là, je pense aussi c'est un message de sensibilisation. Le degré d'implication du COUS, vous l'avez dit, il fait partie du Comité national de gestion des épidémies. Et il est impliqué, il est au cœur du dispositif. Comme on l'a dit, il y a certains acteurs du dispositif qui ne vont pas être au devant à la période T du combat. Ils ne doivent pas être au devant. Et on ne souhaite pas que le COUS soit au devant. Parce que le COUS est au devant, ça veut dire que l'épidémie a pris de l'ampleur. Mais je vous rassure que chaque semaine, chaque jour, on travaille avec le COUS dans les préparatifs pour, en tout cas, la gestion de cette épidémie. Et c'est pour votre information, le CES assure la vice-présidence du Comité national de gestion des épidémies. Ils sont au cœur du dispositif. Ils ne sont pas à côté. Ça aussi, il faut le préciser. Ils ne sont pas à côté du dispositif. Ils sont dans le dispositif. Ils sont dans le système. En tout cas, et pour le COUS, il y a des modalités d'activation. Comme vous l'avez dit, c'est un dispositif important. Ce n'est pas n'importe comment qu'on va le lever.
relever, c'est des modalités d'activation du CES qui font que si le besoin se fait sentir, il va être activé. Mais je peux vous rassurer que le CES est dans le dispositif du CES. Mais docteur, à vous entendre, on a l'impression quand même que le Sénégal peut-être se prépare ou bien est assez préparé par rapport au virus. Mais d'une autre part, comment aujourd'hui analyser le discours peut-être du chef de l'État pendant que plusieurs pays africains rapatrient leurs ressortissants? Le président de la République a soutenu que c'était hors de portée peut-être pour le Sénégal. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est des raisons techniques, financières, médicales ou bien même diplomatiques? Très bonne question, Nenaïcha, mais permettez-moi de dire à Dr Diop que je ne partage pas bien sûr son optimisme par rapport à la stabilisation même de la maladie. Parce que si vous regardez même, vous avez parlé de la courbe évolutive. La courbe s'est stabilisée pratiquement depuis la déclaration de la maladie, c'est-à-dire depuis que le premier mort a été annoncé le 11 janvier. Entre le 11 jusqu'au 20, quasiment nous en étions à presque 1 mort par jour jusqu'à 3. À partir du 21, on a enregistré 6 morts. Mais imaginez entre le 21 et aujourd'hui nous en sommes à 1018 morts. 1023 sur les dernières statistiques. Donc les dernières statistiques. Donc déjà nous en sommes à cette. Et on a aussi 42 966 contaminations. Ce qui veut dire que si vous regardez entre le 7 pratiquement et le 11, il y a eu vraiment la courbe vraiment à grimper sur le diagramme. Donc je ne sais pas ce qu'on appelle la stabilisation, même au niveau même de la létalité, le taux de létalité de la maladie. Là, aujourd'hui, même les chercheurs et les scientifiques ne sont pas d'accord sur les chiffres. Parce que tantôt on peut nous donner tel chiffre, tantôt on peut nous donner tel autre chiffre, ça repose peut-être sur des critères qui sont différenciés. Maintenant, concernant le discours du chef de l'État, il fallait nécessairement que le chef de l'État vraiment clarifie sa communication. Si par exemple c'est des raisons financières, comme vous l'avez dit tantôt, si ce sont des raisons techniques, si ce sont des raisons médicales, ou bien si ce sont aussi des raisons diplomatiques, que le président nous dise que ça c'est hors de portée du Sénégal. En tout cas, moi, de ce que j'en sais, je sais que au niveau, l'argument financier n'est pas du tout rédhibitoire. Pourquoi ce n'est pas du tout rédhibitoire? Parce que si aujourd'hui on devait nulliser un avion, on ne peut pas payer plus de 100 millions de francs. Parce que moi j'ai fait les calculs et j'en ai parlé aussi avec des experts en aviation civile. Donc on ne peut pas payer plus de 100 millions si on devait tout simplement affréter un avion nous venant de ça. D'autre part, les raisons diplomatiques, peut-être qu'on ne peut pas tout gêner la Chine. Au moment où certains sont en train de fermer leurs frontières, au moment où certains sont en train de rapatrier, vu les relations que nous entretenons avec la Chine, peut-être il ne serait pas bien vu qu'une pareille maladie se déclare et qu'on aille ramener nos enfants qui sont là-bas. Donc je crois que là, peut-être le président Macky Sall parle avec un argument diplomatique. Maintenant, l'argument médical, peut-être le docteur Diop va nous édifier là-dessus. Mais là aussi, moi je dirais que si on dit que nous n'avons pas la technologie médicale appropriée, je dis que donc, que font nos médecins ici, c'est-à-dire les facultés de médecine, d'autant plus que les Algériens qui sont allés chercher 60 taileurs, bien sûr avec 10 Tunisiens et 24 Libyens et Mauritaniens, qui sont revenus au Bercail, en mettant peut-être tout le dispositif médical qu'il fallait. Aujourd'hui, je crois que si l'Algérie a les moyens pour aller là-bas, alors que je crois que les Algériens n'ont pas une médecine beaucoup plus développée que la nôtre, d'autant plus qu'il y a des Algériens, des Marocains qui ont séjourné ici. Le Maroc qui allait chercher ses enfants, allait à la faculté de Dakar. Je ne sais pas aujourd'hui, mais en tout cas, moi quand j'étais là-bas, c'était inondé de Marocains. Donc, qu'on ne nous dise pas que l'argument médical, quand même, ça ne tient pas la route. Donc, on ne peut pas nous dire, en tout cas, de ce que j'en sais, l'argument médical, pour moi, ça ne tient pas la route. L'argument financier ne tient pas la route. Peut-être ça peut être l'argument technique, parce qu'il faut faire au moins 15 heures de vol, alors que je crois que pour le temps bloc d'un avion, il faut nécessairement, après 10 heures de vol, qu'il y ait au moins escale quelque part. Quel est le pays qui accepterait peut-être d'accepter une escale de l'avion, en tout cas du Sénégal? Peut-être que là, il faudra chercher. Mais de ce que j'en sais, là où les Marocains, là où les Algériens sont allés chercher leurs enfants, il fallait nécessairement que le Sénégal aussi puisse utiliser au moins la voie diplomatique pour rapatrier ses enfants, ou bien chercher en tout cas un argument pour plus. Parce que le problème qui se pose, c'est quoi? Aujourd'hui, les conditions de sortie sont devenues très drastiques. Auparavant, peut-être, c'était pas la même chose. Mais aujourd'hui, les choses, quand même, les conditions sont devenues extrêmement serrées. Au point qu'il n'y a plus, en tout cas, espoir d'aller chercher les étudiants sénégalais qui sont là-bas et de les faire revenir au Bercail. Mais moi, ce que je fustige dans la communication présidentielle, c'est le fait qu'en pareil moment, un leader, quand même, doit se montrer comme un référent. C'est-à-dire qu'il devait être l'épicentre de toutes les angoisses des Sénégalais.
Mais parler de cette façon-là, non seulement c'est un aveu de démission, mais aussi vraiment c'est un manque d'empathie. Or, je crois qu'en la circonstance, le président, même si en réalité il avait raison sur le fait que le Sénégal n'a pas de rapatrier ses enfants, il fallait nécessairement que le président conscientise les parents, les Sénégalais, sur les difficultés que le Sénégal. Mais au moins dire aux Sénégalais que des solutions sont en train d'être cherchées pour voir comment nous pouvons faire revenir. un discours rassurant. Mais ce que le président a dit, quand même, il a mis de l'huile sur le feu. Il a augmenté non seulement la psychose et l'angoisse sur les populations, mais en même temps aussi un sentiment de révolte et aussi un sentiment d'abandon. Parce qu'en entendant les étudiants qui sont là-bas, ils disent que si le fils du président était ici, peut-être il se donnerait les moyens pour venir chercher son enfant. Mais ils ont le sentiment que celui qui devait être en ligne de front pour les protéger et pour garantir leur sécurité, voilà celui-là qui se déclare incompétent pour venir quand même les chercher dans cet enfer chinois. Et je rappelle que plusieurs experts ont clairement indiqué que le virus provient justement d'un animal qu'on appelle pangolin, mais il faut également retenir que plusieurs vidéos circulent dans les réseaux sociaux et justement la majorité de ces vidéos-là sont des fake news. Alors à ce niveau, docteur, est-ce que vous pensez que le Sénégal justement a les arguments médicaux justement pour faire face, si par extraordinaire des Sénégalais justement étaient rapatriés de Chine? Le dispositif est là, je vais revenir sur ça, mais permettez-moi de préciser, M. Gueye, je suis épidémiologiste, donc en matière d'analyse des données, on ne se base pas seulement sur la létalité. Comparer la létalité de cette infection à coronavirus, c'est rien par rapport à Ebola. Justement. C'est absolument rien. Ouais, donc en matière de létalité, c'est rien. Vous avez dit qu'il y a plus de 40 000 cas confirmés, il n'y a pas 1000 décès. Donc vous voyez, si tu prends la proportion, c'est absolument rien par rapport à l'Ebola. Et je vais vous rassurer, parce que peut-être que vous n'avez pas les chiffres que nous avons ou les tendances, mais en épidémiologie, c'est des choses qui parlent. Aujourd'hui, si la courbe n'avait pas débuté sa descente au bout de 14 jours, on aurait pensé que les mesures de riposte que la Chine a prises ne sont pas efficaces. Mais à voir l'allure de la courbe, on est confiant par rapport à cela. Parce que aussi c'est notre domaine, c'est notre job. Et là, je pense que vous pouvez nous conseiller cela. Maintenant, revenant au niveau du discours du président, aujourd'hui, et ça, les pays développés ont outrepassé les recommandations du règlement sanitaire international en matière de gestion d'épidémie. Un pays qui va au cœur de l'épidémie, qui prend ses compatriotes, ça c'est outrepasser le règlement sanitaire international. Et ça, je pense que c'est important qu'on puisse le dire. Si un pays sous-développés l'avaient fait en premier, les gens auraient crié. Mais c'est les pays développés qui ont outrepassé le règlement sanitaire international. Et pour moi, et c'est important, dans une zone où il y a une épidémie, la meilleure façon de protéger cette population et l'autre population qui n'est pas en épidémie, c'est d'abord prendre des mesures conservatoires. Et je pense qu'au niveau du Sénégal, vous l'avez dit, peut-être que le discours du président a été maladroit, mais au niveau du Sénégal, on a mis en place une cellule de prise en charge psychosociale. Parce que vous l'avez dit, les réseaux sociaux parlent beaucoup de choses, mais aujourd'hui, il y a un contact étroit qui a été établi entre les étudiants et l'État du Sénégal. Les informations de façon quotidienne, on les a. Et je pense qu'ils ont rassuré. Aujourd'hui, parmi ces 13 Sénégalais, il n'y a aucun qui a en tout cas des problèmes ou qui a des symptômes. Le contact vraiment est établi et régulier. Maintenant, est-ce qu'il y a des problèmes économiques? Moi, je ne vais pas entrer dans ce processus. Je vais parler technique. Et pour dire que la meilleure décision qui sied, c'est que quand il y a une épidémie dans une zone, le fait d'aller et d'extirper cette population et de les amener expose 16 millions de Sénégalais. Donc je pense que sur ce point de vue, les scientifiques en tout cas sérieux, ceux qui font de l'épidémiologie, ceux qui font de la surveillance, vont dire que ce n'est pas la bonne mesure. Et il y a la solidarité internationale agissante. Je rappelle aussi qu'au moment de l'Ebola, le Sénégal avait fermé ses frontières. Mais ça avait créé un incident diplomatique. On a fini par ouvrir nos frontières. Parce que aussi on est des personnes, on est en tout cas doué de raison. On ne va pas laisser des personnes mourir, qu'on ne puisse pas leur apporter un soutien, un secours. Ce que devait faire la communauté internationale, quand l'OMS a déclaré cette épidémie une urgence santé de portée internationale, c'est que en tout cas que tout le monde puisse apporter son soutien, que les compétences puissent être déployées pour aider la Chine, n'est-ce pas, à endiguer rapidement cette épidémie. C'est ça qui devait être la position de la communauté internationale et non
de prendre ces ressources et de les rapatrier. Ça, je vous rassure, en matière scientifique, on a outrepassé vraiment les fondamentaux de la gestion d'une épidémie. Et ça, le professeur Sam l'avait dit, dans une zone où il y a une épidémie, la meilleure façon de s'en protéger, c'est que personne n'y rentre, personne. Autrement dit, la mise en quarantaine. La mise en quarantaine, pas dans le concept de mise en quarantaine qu'on le connaît. Aujourd'hui, vous le voyez au niveau de la Chine, on a régulé même la circulation des personnes. Ce n'est pas tout le monde qui sort en même temps. Ceux qui sortent portent des masques. Ce n'est pas tous les jours qu'on y va au marché. Tout ça, c'est pour mettre en place des mesures pour éviter la propagation de la maladie. Et je l'avais dit en son temps, nous, au Sénégal, on sait gérer les épidémies. Pourquoi pas la Chine ne saurait pas gérer une épidémie? Et la Chine l'a démontré. En quelques jours, ils ont construit un hôpital d'une capacité extraordinaire. Je pense que là aussi, il faut en tout cas, qu'il y ait une confiance mutuelle et qu'on sache que la Chine est en train de gérer cette épidémie de la façon la plus... Mais justement, docteur, la Chine est en train de gérer cette épidémie et pour autant, il y a eu d'énormes cas de décès. Alors aujourd'hui, en Afrique, par exemple, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? Est-ce que l'Afrique serait assez préparée pour faire face à cette maladie? Parce que vous l'avez dit, en Chine, ils ont énormément, ils sont développés par rapport à la santé, par rapport à autre chose, mais l'Afrique, on n'en dira pas autant. L'Afrique, je vous dis ce qui se passe, et de façon globale, c'est les mêmes principes. Aujourd'hui, le fondamental, le b.a.-ba, c'est que ce qu'on appelle l'alerte précoce. Mettre en place un dispositif qui va faire que s'il y a un cas, que dans les premières heures, que ce cas-là puisse être diagnostiqué. Et aujourd'hui, on a les capacités au Sénégal. Vous avez parlé de l'Institut Pasteur. Un prélèvement qui arrive à l'Institut Pasteur, dans les 4 heures qui suivent, on a les résultats. Ça, c'est dans le diagnostic et l'alerte précoce. Parce qu'on le sait, c'est une maladie infectieuse tellement contagieuse. Même si on diagnostique un cas, tout de suite, on met en place un dispositif pour ce qu'on appelle le suivi des contacts. Et tout ça, ça a été vraiment bien huilé, bien réfléchi. Le dispositif est là. Aujourd'hui, vous appelez le numéro vert, vous allez avoir des informations. Vous appelez le SAMU, vous allez avoir des informations. Le dispositif de gestion des alertes a été mis en place au niveau du ministère et avec une cellule, n'est-ce pas, de prise en charge psychosociale, n'est-ce pas, qui gère. Aujourd'hui, si je vous dis, parce que on vient de sortir notre premier site rep, les premiers voyageurs entrants qui nous viennent de la Chine suivent pendant 14 jours sont sortis de la cohorte. Parce que chaque jour, il a été établi un contact étroit avec eux. On avait les informations en temps réel sur l'état de leur santé. Je pense que c'est un dispositif qui est là, en tout cas... Donc, il y a eu des voyageurs qui ont quitté la Chine actuellement. Et non pas le foyer, justement, de... C'est pas le foyer. C'est pas le foyer. Mais qui viennent des autres provinces de la Chine. Qui viennent des autres provinces de la Chine. S'ils viennent, on a un dispositif pour les pister et pour les suivre. Que ce soit des Sénégalais, que ce soit des non-Sénégalais, que ce soit des hommes d'affaires, tous ceux qui viennent, on les piste, on les suit pendant 14 jours. En tout cas, jusqu'à la date du 9, il y avait 100 personnes qui étaient régulièrement suivies. Et comme vous avez dit que nos frontières sont poreuses, les 3 premières personnes suivies, c'est des personnes qui nous viennent d'un pays voisin et qui sont passées par les points d'entrée terrestres. Et le dispositif a fonctionné et ces cas-là ont été en tout cas vus et ils ont été suivis pendant les 14 jours. Très bien. Alors justement, par rapport à Ebola, coronavirus, je l'ai lu tout à l'heure par rapport à un docteur qui disait que c'était 6 et 9, donc à peu près la même chose. Mais aujourd'hui, l'Afrique a été préparée par rapport à Ebola. Alors on peut dire la même chose par rapport à coronavirus. Mais est-ce que réellement l'Afrique a été préparée par rapport à Ebola? Parce que je crois que quand on parle de préparation, c'est-à-dire qu'il faut mettre toujours un dispositif préventif qui fasse de sorte que dès l'instant que la maladie se déclare, qu'il n'y ait pas quand même trop de dommages ou bien en tout cas trop de morts par rapport à ça. Or, on a vu que la dernière épidémie d'Ebola, quand même, ça a fait beaucoup de victimes. Mais là où moi... Mais il y a eu un recul quand même drastique en termes de personnes contaminées, autant en République démocratique du Congo, autant en Sierra Leone et d'autres pays touchés par cette maladie.
Bien sûr. On peut même en dire autant concernant même l'autre virus SRAS aussi, qui est de la même famille que le NCOV. Donc je crois que là aussi, il y avait eu des morts. Mais aujourd'hui, on dit que même avec le nouveau virus, là, c'est-à-dire le coronavirus, quand même, ça a dépassé en termes de létalité le SRAS. Donc, moi, mon problème, c'est que vous l'avez souligné tantôt, docteur. Dès l'instant qu'il y a toujours la liberté d'aller en Chine et de revenir, c'est-à-dire de revenir. C'est-à-dire que les frontières ne sont pas fermées entre nous et la Chine. Il y a la liberté de se déplacer. Donc, dès l'instant qu'il y a la liberté de se déplacer, il est vrai qu'aujourd'hui, la province de Hubei est complètement peut-être mise en quarantaine, bien sûr, par rapport au reste de la Chine. Mais je dis que dès le départ, dès l'instant que jusqu'à aujourd'hui, il y a des Chinois qui peuvent se déplacer pour venir au Sénégal, là aussi, ça pose un autre problème. Vous auriez voulu qu'on ferme nos frontières par rapport à la Chine? Bon, en tout cas, prendre des mesures restrictives par rapport à ça. Parce qu'il y a beaucoup de pays qui l'ont fait. Le problème aussi, le Sénégal ne pas... Réduire le nombre de vols, bon, réduire... Peut-être ce que je dis là, les gens vont me dire qu'il y a un argument diplomatique ou bien peut-être il y a des arguments peut-être économiques qui peuvent prévaloir sur ce que je suis en train de dire. Mais les pays qui l'ont fait, il y a des pays qui ont suspendu leur vol en direction de la Chine et aussi tout vol aussi venant de la Chine. Il y a des pays qui aujourd'hui, où personne ne part en Chine, personne ne revient de la Chine. Ils ont pris les dispositions qu'il faut par rapport à ça. Est-ce que là aussi c'est un manque de solidarité par rapport à la Chine? Je ne pense pas. Parce que dès l'instant qu'il s'agit de mobiliser peut-être un personnel médical pour aller là-bas, en ce moment-là, je crois que les gens seront disponibles pour aller aider la Chine. Mais le fait de vouloir protéger sa population en disant que je prends des mesures restrictives par rapport à ça, donc moi ce que je dis, il faut nécessairement quand même que le Sénégal puisse faire prévaloir ici l'intérêt du Sénégal. Parce qu'il est vrai, il y a une solidarité internationale qui doit prévaloir quand il s'agit d'une épidémie, mais aussi le fait qu'une épidémie se déclare quelque part et que très tôt on aille chercher ses enfants, ou bien en tout cas ses ressortissants. Moi, je ne vois pas en quoi cela vraiment... Bon, peut-être ça, c'est des textes au niveau international. Même si ce sont les textes aussi, il faut dire que les grandes puissances l'ont violé. Un pays comme le Maroc aussi l'a violé. Un pays comme l'Algérie aussi, qui n'est pas un pays développé, aussi l'a violé. Pourquoi le Sénégal devait-il être en reste par rapport à cela? Parce que moi, je ne le souhaite pas. Le jour où peut-être il y aurait une mauvaise nouvelle par rapport à cela, vraiment, je ne le souhaite pas du tout. Mais quand on est aussi dans ça, il faut prévoir toutes les éventualités. Ce jour-là, qu'est-ce qu'on va dire? Je ne le souhaite pas du tout. Là, je vous coupe pour vous dire de ne pas toucher du bois, mais plutôt d'en manger. Oui, effectivement. Non, ça dit aussi, il ne faut pas qu'on fasse un peu de la langue de bois. Ça dit, quand on argumente souvent, il ne faut pas avoir peur des mots. Oui. Parce qu'il y a des choses toujours qu'il faut voir venir. On ne souhaite jamais la mort de quoi que ce soit. Mais je dis qu'il faut quand même, moi je dis que dès l'instant qu'il y a la liberté d'aller et de venir en Chine et qu'aucune mesure restrictive n'est pas encore prise par rapport à ça, qu'est-ce qui empêche peut-être les Sénégalais qui sont là-bas vraiment de revenir au bercail? Parce que moi je ne vois pas. Vraiment, je me pose beaucoup de questions par rapport à ça. Il faut vraiment qu'on nous édifie. Si maintenant, aujourd'hui, on ne peut plus sortir de la province de Hubei, qu'on nous dit aussi qu'aujourd'hui c'est quasiment impossible. Bon, moi ce que j'ai lu, il paraît que les mesures sont devenues drastiques, mais ce n'est pas encore impossible d'extraire ces enfants qui sont là-bas et peut-être de les faire acheminer ici. Maintenant, si on va exposer 16 millions de Sénégalais, bon, ça dépendra tout aussi de l'expertise de notre staff médical, parce que les gens prennent des dispositions telles que je crois qu'il n'y a pas risque de propagation par rapport à ça. C'est ce qu'ont fait les autres pays, et je ne crois pas que le Sénégal, avec tout ce qu'il a produit comme médecin, tout ce qu'il a produit comme expert dans ce domaine-là, quand même, ne puisse pas résoudre ce problème. Mais que dire alors des dispositifs qui ont été mis en place? On parle aujourd'hui de caméras techniques, de caméras thermiques, ou bien même de prise de température par rapport à l'aéroport, au port. Oui, mais si par exemple le virus est dans une phase d'incubation, est-ce que réellement il y aurait élévation de température au point que les caméras thermiques puissent détecter cela? Je ne crois pas. Le fait que ce que l'on peut, c'est qu'il faut mettre en quarantaine les gens qui sont là pendant les 14 jours dont on nous parle. Mais réellement, les gens qui sont là, est-ce que toute personne nous venant de la Chine aujourd'hui, est-ce que réellement il est mis en quarantaine pour une période de 14 jours? Je ne crois pas. Donc, il y a peut-être un dispositif de détectation de cette température élevée là, je crois 38. Bon, si on ne le voit pas, peut-être qu'on dira que l'individu n'est pas exposé à la maladie. Mais moi, ça ne me rassure pas du tout. Moi, ce qui me rassure, c'est que vraiment, il faut qu'on densifie encore les mesures par rapport, bien sûr, à la Chine. Cela ne veut pas dire qu'on se ferme par rapport à la Chine, mais il faut quand même prendre des mesures, parce que le virus est en train de se propager. Et en pareille situation aussi, il faudra nécessairement que les gens puissent savoir le niveau de dangerosité de ce qui est en train de se passer. C'est pas pour
pour créer la psychose. Encore, revenant sur la communication, Dr Diop a parlé tout à l'heure des flyers, des communiqués qui passent par-ci, par-là. Mais quel est le Sénégalais aujourd'hui qui lit une information à partir d'une flyer? On en donne comme ça et les gens rejettent tout simplement, même à travers les télés. Vous pouvez même écouter ça, mais vous ne pouvez pas savoir le niveau réel, c'est-à-dire le niveau réel du danger qui est en train de nous guetter. Je crois qu'il faut quand même qu'il y ait une autre forme de communication, beaucoup plus accessible à la population. Parce que aussi, les gens qui ne savent pas lire, les gens qui ne savent pas peut-être écouter en Wolof, il y a même des gens qui n'ont pas accès à des médias. Et pourtant, c'est la population la plus vulnérable par rapport à ces épidémies-là. Regardez, quand une épidémie de choléra se déclare ici, les difficultés que nous avons souvent pour circonscrire la maladie et pour vaincre la maladie. Il faut qu'il y ait autant de morts pour pouvoir vaincre cela. Alors, bon, il y a une maladie qui est là, bon, peut-être qu'il nous guette et que on a les bras comme ça, carrément. Non, maintenant c'est moi qui pose la question. À quand remonte la dernière épidémie de choléra au Sénégal? Si mes souvenirs sont bons... Il y a au moins 7 ans ou 8 ans. C'est plus de 7 ans, c'est plus de 10 ans même. Oui, bien sûr. Donc c'est une maladie qui a été carrément endiguée, quoi qu'on puisse dire. Non, c'est pas carrément endigué, mais les mesures de prévention sont là, l'amélioration des conditions d'hygiène de vie sont là, ce qui fait que c'est une maladie qui a tendance à reculer. Mais dans les pays africains, les épidémies de choléra, n'est-ce pas, surviennent toujours. Mais au-delà justement de la communication institutionnelle, il y a quand même les médias qui ne cessent de parler justement du coronavirus. Je crois bien que le plateau de l'essentiel déjà est une bonne fenêtre justement pour permettre à nombre de Sénégalais de mieux comprendre justement les dangers liés à ce virus-là. Mais docteur, étant donné qu'il y a encore des personnes qui quittent la Chine pour débarquer au Sénégal, est-ce que réellement nous avons cette capacité de surveillance justement pour permettre aux Sénégalais justement d'être à l'aise et de ne pas vraiment être attrapés par cette peur qu'est le coronavirus? Je peux vous rassurer, en étant responsable de la surveillance au niveau national, que le dispositif fonctionne. Aujourd'hui, au niveau de l'aéroport, tout vol en provenance de Chine, en collaboration avec la police des frontières, on a la liste des passagers, leurs contacts et leurs coordonnées au Sénégal. Et ils sont suivis, je l'ai dit, vous l'avez dit, ils passent la caméra thermique, il n'y a pas de fièvre, parce que l'incubation, c'est 14 jours. C'est ce qui a imposé qu'on fasse le suivi pendant 14 jours au moins pour s'assurer qu'il n'y a pas de problème. Donc là, je pense que c'est un dispositif. On ne s'est pas limité à ça. Au niveau aussi du port, on sait que quand un navire quitte la Chine pour venir au niveau de l'Afrique, ça va faire 30 à 45 jours. Mais n'empêche, il y a des dispositifs qui font que des fois, le commandant peut quitter, n'est-ce pas, la Chine à travers les avions, puisse en tout cas rejoindre son navire et faire moins de 14 jours. Donc tous ces dispositifs-là, on les a mis en place pour le suivi. Aussi au niveau des frontières terrestres, je l'ai dit, tous les pays frontaliers, les structures sanitaires qui sont au niveau des structures frontalières ont reçu l'information, ont été sensibilisées pour que la surveillance puisse être renforcée. Parce que aussi, il faut le dire, il y a un dispositif permanent de surveillance qui est là au niveau du pays. Maintenant, en cas de menace, on renforce le dispositif. Mais la surveillance se fait de façon quotidienne, de façon hebdomadaire. Il n'y a pas d'isolement jusqu'à présent? Il n'y a pas d'isolement. Par rapport aux personnes qui viennent toujours de la Chine? Le Sénégal n'a pas pris l'option de mettre en quarantaine les personnes qui viennent en Chine. Comme je l'ai dit, c'est des maladies infectieuses. On sait la période de contagiosité, on suit. Et l'essentiel, c'est qu'une fois que la personne est symptomatique, qu'on puisse très tôt faire le dépistage. Et ça aussi, ça améliore les chances de succès du traitement. Un malade vu tôt, bien traité, ça améliore les succès, n'est-ce pas? Docteur, à quel moment on peut parler de contamination? La contamination, c'est difficile à dire parce que quand la personne est en contact avec une personne malade, et il y a 0 et 14 jours pour qu'elle puisse développer la maladie. Pendant cette phase, ce qu'on appelle la phase d'incubation, si les signes apparaissent, c'est là où quand on va au niveau du laboratoire, on peut avoir le virus. Mais avant, la personne peut extraire le virus, mais le laboratoire ne pourra pas en tout cas traiter le virus. C'est pour ça que je dis, dans le dispositif, il faut en tout cas que l'alerte puisse être donnée tôt
pour prendre en charge le cas, mais essayer de mettre aussi en place un dispositif pour ce qu'on appelle le suivi des contacts pour essayer d'endiguer. Parce que dans ces maladies infectieuses, c'est ça qui est essentiel, la prise en charge du cas, mais aussi le suivi des cas contacts pour ne pas en tout cas avoir d'autres foyers qui vont exploser rapidement. C'est pas pour se vanter, mais donc on peut être rassuré, on peut dormir sur nos deux oreilles. On ne dort pas sur nos lauriers. On a un ennemi invisible. On a mis en place un dispositif. Je pense que c'est heureux. Dans les premières heures du dispositif, on a fait ce qu'on appelle un exercice de simulation au niveau de l'aéroport international Blaise Diagne. Ça nous a permis de voir qu'il y avait des gaps à combler. Et ces gaps ont été comblés. On a mis en place les caméras thermiques. On a revu, n'est-ce pas, le dispositif de suivi des voyageurs entrants pour en tout cas les contextualiser par rapport à cette épidémie de coronavirus. Mais avant de redonner la parole à Serigne Saliou, docteur, quel est le blocage, le principal problème pour qu'on ne puisse pas trouver justement un remède à ce virus? C'est quoi exactement? Mais les virus, leur particularité, c'est la difficulté de trouver un traitement curatif. Il y a des pathologies virales, on a trouvé le traitement curatif. Je donne l'exemple de l'infection à VIH où aujourd'hui, avec un traitement bien conduit, on peut vivre normalement, n'est-ce pas, de sa séropositivité. Cette infection à coronavirus, on peut en guérir ou on peut en mourir. Dans tous les cas, ce qui fait le succès du traitement, c'est la précocité de la prise en charge, c'est la robustesse des moyens de réanimation. Parce que comme il l'a dit, aussi ça peut entraîner le stress. L'infection à coronavirus peut entraîner un syndrome respiratoire aigu sévère, ce qui constitue le stress. Et souvent, ce sont ces patients-là qui décèdent s'il n'y a pas une bonne réanimation qui puisse les prendre en charge de façon adéquate. D'accord. Oui, Serigne Saliou, vous voulez rajouter quelque chose? Je suis vraiment rassuré par Dr Diop, parce que je vois que vraiment il est dans son rôle, parce qu'un médecin aussi doit toujours rassurer, même s'il y a vraiment même risque par rapport à la maladie, mais il faut toujours avoir un discours rassurant et apaisant. Et j'aimerais bien que le président de la République nous suive en ce moment sur Sen TV, parce que lui, il a pêché dans sa communication. Je vois qu'en pareille circonstance, c'est ce genre de communication-là dont on a besoin, même si très souvent, nous, ça peut ne pas aussi... Ce qu'on appelle communication de crise. Absolument, il y a une communication de crise. Et dans la communication de crise, il faut d'abord rassurer les gens. Dans un premier temps, montrer de l'empathie, de l'attention par rapport, bien sûr, à ceux qui sont dans des difficultés. Mais ce que le président n'a pas du tout fait. Donc, docteur Diop, je crois qu'en cela, vraiment, moi, je vous remercie. Mais permettez-moi aussi toujours de dire que dans les dispositifs de prévention, je crois qu'il va falloir que tous les canaux de communication, quand même, parce que moi, je dis que la communication est extrêmement importante. Si vous voyez des maladies comme, par exemple, le choléra, dès l'instant que se déclare, c'est parce qu'il y a souvent des mesures d'hygiène quand même qui laissent à désirer et qui très souvent attaquent les gens quand même qui ne prennent pas les mesures d'hygiène qui sont idoines. Donc je crois qu'il faut nécessairement essayer de voir toutes les voies de communication, que ce soit dans les prêches, que ce soit au niveau des mosquées, des églises, parce que c'est pas pour créer de la psychose, mais au moins que la population sent qu'il y a un virus qui est là et que voilà les mesures préventives, parce qu'on dit aujourd'hui il faut se laver les mains, il faut éviter de tousser, je ne sais pas, par-ci, par-là. Donc, ça, il faut que ça arrive même chez le citoyen lambda qui se trouve au fond même du Sénégal. Mais toujours, la communication, ça reste à un niveau purement institutionnel. Et là, quand ça reste à un niveau institutionnel, en ce moment-là, quand même, ça ne pénètre pas réellement les masses. Et il faut que la communication pénètre les masses. Et je crois que c'est là où il y aura une chance de succès. Et en plus aussi, au niveau de l'Afrique, parce que aussi je dis qu'une pareille maladie, quand ça se déclare, il faut quand même qu'il y ait une chaîne non seulement de partage, mais d'information au niveau de l'Afrique. Je ne sais pas quelle est maintenant la disposition qui a été prise par rapport à ça, parce que dès l'instant que ça se déclare, peut-être dans un pays africain, il y a 1000 chances que ça puisse se répandre dans toute l'Afrique. Donc, il y a déjà un cordon qu'il faudra établir tout autour de l'Afrique. Est-ce que réellement les gens, en tout cas au niveau surtout que l'Union africaine en a parlé, je crois, récemment dans le sommet au sommet de l'Union africaine, on en a parlé. Maintenant, quels sont les dispositifs qui sont pris au niveau surtout africain? Parce que aussi le Sénégal, quelles que soient les mesures prises par rapport à cela, si
dans les pays qui nous entourent, les dispositifs aussi ne sont pas pris nécessairement, les décisions ne sont pas prises nécessairement, ça veut dire que nous sommes toujours guettés par cette maladie-là qui est en train bien sûr de faire des ravages, même si vous avez dit qu'il y a une stabilité au niveau de la Chine. En tout cas, l'OMS a envoyé des kits par rapport à certains pays d'Afrique, justement, pour c'est ça, je peux vous rassurer. Ce que nous sommes en train de faire au Sénégal, c'est ce qu'on est en train de faire en Afrique, parce que c'est une réponse organisée, coordonnée par ce qu'on appelle l'OMS Afro. Et il y a des checklists, il y a des guides standards pour la préparation et la réponse. Et les informations sont partagées aussi en temps réel. Je vous ai dit, il y a au moins une vingtaine d'alertes qui ont été lancées au niveau africain et que les malades, les cas ont été prélevés et les échantillons sont revenus négatifs. Pour dire que le dispositif est là. Mais comme on l'a dit, on ne se prépare jamais assez. L'ennemi est invisible. On a beau se préparer, il faut tous s'attendre au pire. Et c'est en ce sens qu'on ne dort pas sur nos lauriers. Quand bien même le dispositif est là, il faut régulièrement le tester, il faut régulièrement l'éprouver pour voir, n'est-ce pas, les manquements et essayer de corriger. Et aussi, on a beaucoup appris de la gestion de l'épidémie à virus Ebola. Donc, c'est cette expérience capitalisée qui a fait qu'aujourd'hui, en matière de préparation, les délais sont réduits. Et je vous ai dit, en moins d'1 mois, le Sénégal, pour rapport à son dispositif de préparation, on est au top. Et on ne le souhaite pas. Et c'est ça à l'intérieur aussi de la préparation. Les militaires s'entraînent, mais on prie toujours pour qu'il n'y ait pas de guerre. C'est ça aussi le dispositif sanitaire. On a nos procédures, on s'entraîne pour ce que quand il y a en tout cas une maladie, qu'on puisse endiguer le phénomène le plus rapidement possible. Je vais vous rassurer, mais aussi, j'ai dit, on ne doit pas dormir sur nos lauriers. Il y a des choses qui sont à faire et qui restent à faire. Et nous, notre rôle, c'est essentiellement aussi de rassurer la population, parce que quand tout le monde dort, il y a des gens qui sont au niveau du plus profond Sénégal, qui sont en train de travailler et de veiller pour que les autres, en tout cas, aient la paix et la stabilité. Très bien. Alors, le mot de la fin, c'est Saliou. Le mot de la fin, c'est toujours dire en tout cas à nos compatriotes qui sont aujourd'hui en Chine, notamment dans la province de Hubei, surtout à Wuhan, où il y a eu les 13 étudiants dont on a parlé. Vraiment que nous sommes vraiment de tout cœur avec ces Sénégalais-là. Même si aujourd'hui, ils sentent la nécessité de revenir au pays, mais je crois qu'il va falloir aussi, en rapport avec la Chine, toutes les dispositions en tout cas préventives qui ont été prises, de les suivre vraiment scrupuleusement. Je crois qu'il y va aussi de leur sécurité sanitaire, mais aussi vraiment de dire au président de la République quand même de revenir sur son discours, parce que vous savez, un leader en pareil moment, les gens ont besoin de son discours.